Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première webconférence de l'année. Je ne la fais pas depuis Paris, mais je la fais depuis Bruxelles. Un grand plaisir pour moi de le faire depuis un autre pays que la France et de le faire avec une société belge, Athénor, une société immobilière de taille moyenne, même assez significative quand même, on va le dire, et une société très internationalisée comme vous allez le voir. Alors c'est une présentation qui promet d'être très intéressante parce qu'on parle d'un sujet que les actionnaires, les investisseurs particuliers aiment beaucoup, qui est l'immobilier. À un moment, justement, où on espère qu'on est en train de sortir d'une crise sanitaire qui nous a tous sidérés, si je puis dire. Donc, on va voir quelle est la vision de cette entreprise sur l'évolution des marchés, et en particulier des marchés de bureaux, qui sont très corrélés avec l'activité économique. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Sonneville, qui est administrateur délégué d'Athénor. Alors, bonsoir Stéphane. Je précise pour nos auditeurs français que administrateur délégué, c'est à peu près l'équivalent de directeur général. Tout à fait. Et Sidney Benz, qui est son directeur financier. Bonsoir Sidney. Alors, après cette année difficile que nous venons de connaître, parce que là, en tout cas pour la France, on est quasiment au premier anniversaire du premier confinement. Qu'est-ce que nous attendons pour 2021 et les années suivantes? Eh bien, je laisse tout de suite la parole à Stéphane pour qu'il nous parle de son entreprise. Merci Aldo. Merci de cette opportunité de nous donner l'occasion de présenter Athénor, et merci à vous qui nous écoutez de nous consacrer un peu de temps. Alors cette intervention est essentiellement centrée sur la présentation des résultats annuels, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je tiens à rappeler 4 grands thèmes en quelques mots. Tout d'abord, notre identité. Nous sommes un développeur immobilier actif depuis plus de 25 ans. Nous avons maintenant des activités au niveau international. Nous sommes cotés en bourse, avec toutefois un actionnariat stable, mais très ouvert à l'augmentation de la liquidité du titre. Le deuxième thème, c'est évidemment notre track record, je l'ai dit, depuis plus de 25 ans, mais un track record en termes financiers, avec des chiffres qui nous portent déjà depuis plusieurs années largement positifs. Un track record en termes de projets, des projets phares bien connus, notamment à Bruxelles, et puis aussi un track record en termes de compétences, une stabilité, mais aussi un renouvellement de la compétence. Le troisième thème, j'aurai l'occasion de le développer plus amplement. C'est bien sûr le business model et la stratégie d'Athénor, comment nous créons notre valeur ajoutée. Et le quatrième thème sera évidemment, en conclusion, les perspectives favorables basées sur un plan de croissance auquel nous travaillons déjà depuis plusieurs années et sur base d'un portefeuille actuel. Alors voici l'ordre du jour et je commence directement par rappeler quelques faits marquants. Un résultat largement positif avec un return on equity encore à 2 chiffres, bien sûr des résultats un peu en baisse comme la plupart du secteur, mais un dividende en hausse de plus de 5%, une contribution au résultat, Sidney en parlera tout à l'heure, diversifiée, plus de 10 projets ont contribué au résultat de cette année répartis dans plusieurs pays. Toujours une politique d'acquisition, plus de 120 millions d'euros cette année 2020 ont été consacrés à l'acquisition. Et enfin, nous reviendrons sur des paramètres financiers, sur la solidité bilantaire. Mais commençons directement par le rapport d'activité. C'est la première fois que nous le présentons de cette manière. Nous le présentons en fonction de notre cycle de création de valeur.
Vous savez qu'un promoteur immobilier ne garde pas des projets en portefeuille, il est là pour les développer, les vendre. Donc en termes d'achat, nous avons acheté plus de 100 000 mètres carrés, je le dis, à peu près 120 millions. Nous avons étudié, nous avons introduit des permis pour plus de 200 000 mètres carrés, ce qui veut dire que malgré la crise Covid, malgré certains moments de confinement ou de télétravail, nous avons pu continuer à faire avancer nos projets. L'obtention des permis, 80 000 mètres carrés plus faible, et là nous avons un premier impact du Covid, c'est le ralentissement du fonctionnement des administrations. J'en reparlerai tout à l'heure. En termes de construction, malgré l'arrêt de quelques semaines de certains chantiers partout en Europe, nous avons pu continuer à construire plus ou moins 240 000 mètres carrés, aussi bien bureaux que logements. En termes locatifs, j'en parlerai aussi, deuxième impact du Covid, la baisse du take-up, donc du nombre de mètres carrés qui est pris en location par les entreprises, donc essentiellement le secteur du bureau. Et puis la vente, également un ralentissement. Alors en termes de nombre de mètres carrés, je ne prends ici que les mètres carrés qui ont été signés au cours de cette année, alors qu'un projet qui est signé contribue généralement pendant 2 à 4 ans au résultat. Et puis on a un nombre d'appartements qui est également plus faible, qui n'est pas spécialement dû au Covid, mais qui est dû au cycle des permis et des projets que nous avons. Dans les slides qui suivent, vous avez toutes ces données qui sont détaillées par projet. Je me permets d'avancer. Oui, je rappelle, Stéphane, que les slides seront disponibles à nos auditeurs tout à fait. À la suite de la... Et nous serons, bien sûr, nous sommes toujours disponibles à tout moment, par mail ou autrement, pour répondre à toutes les questions plus précises qui seraient posées, bien sûr. J'en arrive au plan de croissance internationale. Donc, après avoir, je dirais, ronronné utilement entre 2013 et 2017, nous avons lancé ce plan de croissance internationale et nous avons augmenté les implantations pour être aujourd'hui présents dans 9 pays. Nous sommes aujourd'hui, je veux dire au cours de l'année 2020-2021, entrés dans une deuxième phase de ce plan de croissance internationale. Vous voyez la ligne sur l'écran, elle parle de la marge brute générée par projet. Et nous avions l'ambition en 6 ans de passer à 80 millions, donc de la doubler. Et donc en fin 2021, nous y arriverons par une extension également du territoire. Nous sommes maintenant implantés, comme je l'ai dit, dans 9 pays. Alors la deuxième phase de ce plan de croissance viendra à augmenter le niveau d'activité dans chaque pays là où nous sommes pour à nouveau doubler la marge brute en 5 ans, en conservant, et c'est ça qui est vraiment important, la même rotation des actifs et la même rentabilité historique par mètre carré, qui est, nous avons pris des chiffres, la fourchette basse, et donc nous sommes extrêmement confiants sur notre capacité à maintenir ce taux de rentabilité. Je passe, c'est la taille du portefeuille. Vous voyez la ligne bleue, entre 2017 et 2021, nous avons progressé plus vite que prévu, et la ligne verte qui est la croissance attendue du portefeuille. Je vais vous donner quelques chiffres du marché, à la fois d'abord le marché du bureau, après le marché résidentiel. Mais je vais être très bref pour parler un peu plus des conclusions et avoir plus de temps disponible pour répondre à vos questions. J'ai ici listé les pays sur lesquels nous sommes actifs en termes de bureaux, c'est-à-dire 8. Nous ne sommes pas encore actifs aux Pays-Bas en termes de bureaux. Et, comme je l'ai dit, première constatation, net ralentissement de 30 à 60% du take-up dans les marchés de bureaux. On prévoit une croissance positive, c'est ce que vous voyez en haut à droite, retour à la croissance dans les pays dont le marché immobilier pourrait bénéficier assez rapidement. Je reviendrai, je suis très disponible pour les questions sur cet aspect-là. Cette étude, ce tableau est extrait d'une étude qui veut simplement dire que le marché résidentiel est vraiment, avec le vent dans le dos, est vraiment bien poussé. Nous avons aujourd'hui une trentaine de % de notre portefeuille dans le résidentiel, ce qui veut quand même dire entre 4 500 et 5 000 logements en préparation.
encore un tableau que je vous commande très rapidement. Ceci pour vous dire que les investisseurs institutionnels s'adressent de plus en plus au marché résidentiel. C'est nouveau en Belgique, vous connaissez déjà ça en France et en Allemagne et en Hollande. Donc la conclusion à court terme, évidemment qu'il y a un ralentissement du take-up des bureaux et c'est certainement dû, on parle du télétravail, mais c'est surtout que les décideurs retardent leurs décisions de déménagement parce qu'ils s'interrogent sur les conséquences du télétravail, sur les conséquences du post-Covid. Et retard également au niveau des permis de construction. À long terme, et c'est un point important que nous voudrions vous faire passer aujourd'hui, à long terme, il est évident que en tant que développeurs, nous sommes plutôt optimistes parce que ces crises créent de l'obsolescence des immeubles en termes de fonctionnement interne, mais également en ce qui concerne toute la question de sustainability, de durabilité. Et le parc immobilier de bureaux a besoin d'être remplacé à terme. En ce qui concerne la stratégie, je vais être très séquencé. Je vous ai expliqué, nous sommes un développeur. Je reprends le schéma du début. Vous voyez ici à gauche l'ancien immeuble qui est devenu le nouveau à droite que nous avons entièrement loué à la Commission européenne et une partie est en logement entièrement vendu. Voilà notre core business. Nous agissons dans la ville mais en transformant les immeubles obsolètes. Encore, donc, pourquoi essentiellement dans la ville? Parce que c'est là que se jouent les enjeux essentiels de notre humanité. Et on l'a encore vu lors de la crise Covid, c'est là qu'elle est la plus difficile à gérer. Eh bien, tous les problèmes de mobilité, toutes les questions de durabilité sont plus aigus en milieu urbain. Il faut donc une compétence particulière et c'est ce que Athénor revendique. Encore faut-il savoir quels seront les immeubles demandés demain par une demande diverse, bureaux, logements ou autres. À l'intérieur d'Athénor, nous avons créé le Think Tank, et qui est aussi un Do Tank, c'est-à-dire que nous réfléchissons et puis nous appliquons sur 3 tendances importantes. Les tendances architecturales, et vous le voyez, je pense que Paris est un exemple assez important d'une évolution architecturale très forte. Toute l'évolution technique, technologique. Pensez à la transition énergétique qui agite tout le monde actuellement. Mais pensez également à la digitalisation, c'est-à-dire à tout l'aspect des PropTech. Et enfin, aux évolutions sociales, nous aurons l'occasion de reparler des impacts du télétravail. Non seulement développeur urbain, mais durable, nous avons lancé notre premier Sustainability Report. C'est plus qu'un effet de mode, c'est vraiment une déclaration d'intention très forte. Nous nous cadrons sur les 17 Sustainable Development Goals des Nations Unies. Objectif de développement durable. Clairement, objectif de développement durable. Et oui, et je veux dire, c'est comme ça la traduction, mais c'est aussi notre credo chez Athénor. L'impact du Covid, je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais aussi vous laisser en haleine pour les questions-réponses. Et donc, je vais simplement dire que nous sommes au cœur de la crise et que c'est un peu trop tôt pour prendre des décisions définitives. Mais parlons-en dans les questions-réponses. Je serai très heureux de pouvoir y répondre. Et en fait, une caractéristique de notre stratégie, c'est que nous avons une diversification internationale. Il n'y a pas, à ma connaissance, de groupe actif dans autant de pays. C'est pour nous un observatoire, une source d'inspiration et bien sûr une limitation de nos risques. Avant de passer dans les chiffres strictement financiers, quelques flashs sur notre portefeuille actuel. Répartition, je viens de l'indiquer, répartition géographique. Alors, ce n'est pas le résultat d'une volonté stratégique, c'est le résultat d'un parcours historique. Donc, la Belgique est encore très présente et vous voyez quelques pays pourtant grands où nous sommes peu présents, c'est que nous venons de nous y implanter et à terme, en termes relatifs, ces pays sont appelés à augmenter. Je vous l'ai dit,
2 tiers bureaux, 1 tiers logement. C'est le résultat aussi du fait que le marché résidentiel pour les petits projets est plus concurrentiel. Et donc, nous allons dans des marchés où nous pouvons, nous, avoir un avantage compétitif. Enfin, plutôt en termes d'analyse de risque, vous voyez que la zone jaune est plutôt celle où nous préparons. Donc, comme nous sommes un groupe en forte croissance, nous avons beaucoup de projets en préparation. Et donc, vous voyez le nombre de mètres carrés, plutôt 1 300 000 mètres carrés. Donc, une grande partie est en demande de permis. Et en fait, la partie risquée ne concerne que 11%. Un risque pour nous est le fait de commencer une construction sans avoir un contrat, un premier contrat de location ou de vente. Vous voyez que la partie verte est la partie où là, nous avons déjà, où nous allons avoir des contrats de location. Je voudrais maintenant céder la parole à Sydney qui va vous parler du rapport financier. Merci Stéphane. Alors en ce qui concerne nos résultats annuels 2020, vous allez pouvoir découvrir l'application justement de cette diversification de risques par la diversification des sources de revenus. D'abord de manière géographique, puisque vous constatez ici que nous avons plusieurs pays qui contribuent à ce résultat opérationnel, et ensuite par la nature de ces revenus, puisque nous avons environ une vingtaine de % de revenus par les ventes d'appartements et le reste par les ventes de bureaux. L'avantage d'être promoteur immobilier, c'est que nous développons des projets et que ces projets s'étalent sur plusieurs années. Donc en période de Covid, nous nous trouvons avec un résultat qui est remarquable, puisqu'avec 24 millions, nous avons un résultat sur les fonds propres qui est d'environ 12%. Et donc, dans une période difficile malgré tout, et par le fait que nous développons des projets en état futur d'achèvement, nous avons des résultats avant, pendant et après le développement d'un projet. En matière de charges corporate, vous voyez qu'il y a une petite baisse qui est simplement due aux stock options, c'est-à-dire aux options sur actions qui sont proposées à l'ensemble de notre personnel, puisque l'action a baissé pendant la période du Covid, ce qui est un impact passager. Et puis vous avez les résultats financiers qui, malgré les explications que je vais vous donner tout à l'heure sur l'augmentation de l'endettement et l'augmentation des moyens et des forces de frappe d'Athénor en matière d'investissement, est resté équivalent à l'exercice précédent. Et enfin, un niveau d'impôt qui est relativement limité dans la mesure où, comme nous l'avons expliqué, nous sommes dans plusieurs pays et donc nous bénéficions de l'ensemble des taux d'imposition qui sont différents, puisque en Hongrie, nous avons un taux d'imposition sur les revenus qui est de 9% et en Belgique, nous sommes encore à un niveau très élevé de l'ordre de 25%. Après avoir expliqué l'ensemble du compte de résultats, vous avez ici la situation bilantaire et je voudrais souligner 2 éléments importants. Le premier, c'est le niveau de nos fonds propres. En plus de 10 ans, nous avons doublé le niveau de nos fonds propres et nous avons, au mois de juin, sur base de cette croissance internationale, mis en œuvre une augmentation de capital qui permettait de supporter à la fois la structure bilantaire et la renforcer et de supporter le développement international dont Stéphane vous a parlé. Deuxième élément important, l'augmentation de l'endettement, donc l'augmentation de la force de frappe pendant une période Covid, preuve que les investisseurs, au mois d'octobre, nous ont fait une grande confiance pour cette émission obligataire qui augmente de 100 millions l'endettement à long terme. Et vous voyez également la conclusion, c'est qu'au niveau des fonds propres et de notre endettement à long terme, vous avez un gearing, qui est le rapport entre l'endettement net et les fonds propres, qui s'est amélioré par rapport à l'exercice précédent, malgré l'augmentation de notre endettement. Mais soyons encore un petit peu plus précis. Et nous voudrions ici vous expliquer un petit peu la structure bilantaire qui permet de gérer l'ensemble de nos risques. Notre objectif pour garder cet équilibre bilantaire est d'avoir un montant de fonds propres et de dettes à long terme qui couvre nos investissements que l'on peut considérer à risque. Quels sont-ils ? Ce sont les investissements en matière de terrain. Et vous voyez que le montant des capitaux permanents, donc les fonds propres et l'endettement à long terme, couvre largement les investissements de terrain. Mais il faut savoir que nous avons dans notre portefeuille 31 projets.
Et ces 31 projets bénéficient aujourd'hui de 15 projets qui ont déjà des permis, donc qui permettent de mettre en construction, qui permettent de mettre en développement et donc qui permettent de mettre en vente l'ensemble de ces projets. Je vous invite à regarder les deuxièmes blocs du bas de votre écran sur lequel nous avons l'explication de notre stock. Une partie de ce stock, comme je l'ai expliqué, environ 31%, est couvert par des contrats de vente, de pré-vente ou de location ou de pré-location des immeubles ou des appartements que nous avons mis en construction. Rapporté à notre endettement, nous pouvons constater que la différence, que vous voyez ici en rouge, est couverte par un montant important de nos actifs qui ne bénéficient pas encore d'un développement et qui ne bénéficient pas encore de permis. C'est notre objectif. Et là, nous traduisons alors le rapport dont nous vous avons parlé au slide précédent, qui est le rapport entre l'endettement net et les fonds propres, qui est là aussi un rapport de risque qui est plus faible qu'en 2019. Alors rentrons encore un peu plus dans le détail dans les capacités de force de frappe, d'investissement et de développement d'Athénor par la diversification, un mot-clé pour Athénor, la diversification de nos sources de financement. Nous travaillons bien évidemment avec toutes les banques locales dans les pays où nous sommes, en Belgique bien évidemment puisque c'est historique, mais nous avons commencé à travailler avec des banques françaises à Paris, avec des banques allemandes en Allemagne, avec des banques d'Europe centrale en Pologne, en Roumanie et en Hongrie. Et ici, vous voyez aussi d'autres sources de financement qui sont les marchés monétaires. Nous sommes actifs sur les marchés monétaires depuis 1999 avec ce que nous appelons des commercial papers, donc des emprunts à court terme, des MTN, des emprunts à moyen terme, et puis des émissions obligataires. Et donc là, vous avez aujourd'hui un grand scoop, puisque grâce à la Fédération des clubs d'investissement français, nous sommes aujourd'hui invités à vous faire savoir qu'à partir de demain, nous lançons une émission obligataire à 4 ans et à 6 ans pour un montant total de 100 millions. 4 ans où vous pouvez bénéficier d'un taux de 3% et 6 ans où vous pouvez bénéficier d'un taux de 3,5%. Et cette diversification se traduit par un échéancier qui nous permet d'être tout à fait confortable par rapport au remboursement de nos échéances, puisque nous avons des résultats et des opérations chaque année qui nous permettent d'être largement supérieurs en liquidité au remboursement annuel auquel nous avons à faire face et qui nous permet de renouveler ces financements. Vous voyez également que les conditions financières entre 2019 et 2020 se sont légèrement améliorées, 2,30% de taux moyen d'intérêt pour les financements que nous mettons en œuvre. Et ça, cela nous permet d'avoir des moyens d'investissement qui sont relativement bon marché pour le développement de notre portefeuille. Oui, mais là, les taux que vous nous avez indiqués sur l'emprunt de demain, ils sont plus élevés que la moyenne. Ils sont en effet plus élevés que la moyenne, mais considérés pour une partie relativement faible par rapport à l'ensemble de l'endettement. Nous avons un endettement global qui est de l'ordre de 600 millions brut. Et donc, en ajoutant 100 millions à 3,5, nous avons déjà fait le calcul où le taux moyen d'intérêt qui sera appliqué pour l'ensemble du groupe passera à 2,45. Donc ça reste une situation confortable en matière d'endettement et en matière de charges financières. Je vous propose pour la partie actionnariale maintenant de regarder l'évolution de nos résultats et l'évolution également de notre dividende. Nous avons une politique de dividende que nous souhaitons régulière, c'est-à-dire en croissance régulière, que nous ne souhaitons absolument pas diminuer. Et vous voyez que l'écart entre le dividende qui est payé et les résultats qui sont dégagés au cours des années permet de réserver ces résultats et d'augmenter la partie des fonds propres qui permet de renforcer la structure bilantaire et qui permet encore d'obtenir une force de frappe et de financement complémentaire pour le développement du projet et notre développement international. Je vais repasser la parole à Stéphane. Merci Sidney, mais j'en arrive aux conclusions et je ne vais pas être trop long à nouveau pour laisser le plus de temps possible aux questions-réponses. En fait, le titre de notre communiqué de presse, c'était « Résilience et perspectives favorables ». La résilience, on a tenté de vous l'expliquer à différents points de vue. Notre business model est celui qui crée de la valeur en fonction de l'évolution de la ville, de ses demandes, de ses futures demandes. Il est clair qu'à long terme, les villes seront toujours le lieu
où tout le monde se croise, le lieu où on crée. Et la ville sera faite de différents immeubles avec différentes fonctions. Et nous sommes à l'écoute et nous créerons de la valeur ainsi. À court terme, il est clair que sur la partie bureau, il y a un take-up en baisse. La résilience, c'est justement de vous expliquer que le budget 2021 n'est pas basé sur le moindre mètre carré de location. Il est basé sur le côté transactionnel et le côté de vente résidentielle. C'est ça la résilience de notre modèle. Donc nous ne basons pas des résultats sur des recoveries, des reprises du secteur du bureau. Nous la prévoyons. Par contre, en 2022, que les entreprises qui auront digéré le Covid rechercheront des surfaces de bureaux plus adaptées à leur activité nouvellement réinventée. Car, bien sûr, je ne vais pas contredire, le monde va se réinventer. Pas seulement la question du téléworking, pas seulement la question est-ce qu'on va au bureau ou pas. C'est un autre monde qui nous attend et c'est un monde pour nous, développeurs immobiliers, un monde d'opportunités. Et donc, le budget 2021, les perspectives sont en croissance, assurément. Notre portefeuille de 1 300 000 mètres carrés avec une rentabilité moyenne brute de 400 € génère à peu près 500 millions. La question est de savoir en combien d'années nous allons générer cela, étant entendu que nous avons une présence internationale qui nous permet de saisir les opportunités. Voilà pourquoi, en quelques mots, nous terminons cette présentation sur un souffle de réalisme, mais également d'optimisme. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Aldo. Merci beaucoup Stéphane, merci Sidney. Alors maintenant, la parole est à vous, actionnaire, peut-être d'Athénor, ou en tout cas peut-être futur actionnaire. Alors avant que... On a reçu un certain nombre de questions, mais je voudrais quand même revenir sur un point particulier que vous avez laissé de côté à dessein pour cette partie, c'est l'impact de la crise sanitaire sur vos activités. Alors, on a vu que vous avez quand même maintenu une certaine rentabilité, hein, tout à fait remarquable dans les années, dans les mois que nous venons de vivre. Mais j'aimerais quand même que vous rentriez sur plus dans le détail, en particulier sur l'impact sur l'activité de bureau, parce que bon, c'est vrai, vous en avez parlé, il y a le télétravail, mais vous êtes à l'écoute de vos clients. Que vous disent vos clients ? Bien sûr, merci de cette question. Et il est essentiel pour nous d'avoir l'opportunité de nous exprimer, car bien sûr, on entend trop souvent ou on lit il y a des bureaux vides, pourquoi il faut encore des bureaux ? En fait, c'est intéressant d'analyser ce qui s'est passé. On a commencé... Je vais prendre la Belgique que je connais très bien. On a commencé le confinement en avril 2020. Il y avait du soleil, c'était une découverte pour tout le monde. Tout le monde a bien vécu, c'était formidable. Et puis, de mois en mois, on a vu l'opinion évoluer. Aujourd'hui, dans la presse belge, on parle des troubles psychologiques, du manque de contacts sociaux. Et nous avons aussi des patrons qui sont d'un côté en attente. Quel sera l'impact, quel sera aussi mon chiffre d'affaires futur, est-ce que c'est vraiment le moment de déménager? Et donc il y a toute une quantité de décisions qui sont reportées. En fait, les baux qui sont aujourd'hui à l'œuvre sont plutôt, s'ils viennent à échéance, ils sont plutôt prolongés de 6 mois ou d'1 an en attente d'une analyse et des impacts du Covid. Alors, ce Covid, on est encore au cœur de cette crise. On le voit dans plusieurs pays d'Europe. La crise est encore très intense. Donc, je ne pense pas que c'est maintenant qu'on va pouvoir... On peut toujours en discuter, on peut en réfléchir, il faut. Mais on ne peut pas vraiment prendre des décisions parce qu'on n'a pas une vision claire de l'impact global de ce que sera le Covid. Et je le répète, je suis convaincu de cela et on a vraiment consulté beaucoup d'avis différents. L'impact ne sera pas juste une relation entre le bureau et le travailleur. C'est une nouvelle vie qui se dessine et il faudra prendre le temps de l'analyser. Alors, vous l'avez bien compris aussi, nous, notre valeur ajoutée, c'est la mise sur le marché de bureaux qui répondent à une demande. Alors, il y a une crise sanitaire, une urgence. Mais avant, il y avait une urgence climatique.
Et la crise sanitaire va rendre cette urgence climatique encore plus importante, encore plus aiguë. Et dans ce cadre d'urgence climatique, eh bien, l'immobilier a une part importante des émissions de carbone. Et donc, il y a vraiment une volonté au niveau des Nations Unies. C'est une partie des, comme on en a parlé, des SDG. Au niveau de la Commission européenne, c'est ce qu'on a appelé le Green Deal. Donc vraiment, la Commission s'engage pour 2030 réduire fortement les émissions carbone. Ça va passer nécessairement pour une partie de reconditionnement des immeubles, et nous pouvons le faire également, mais par une mise sur le marché de nouveaux immeubles. Je veux vraiment faire comprendre ce point. Je vais prendre, si vous le permettez, encore un dernier exemple pour vous dire que la présence des institutions européennes à Bruxelles est très importante. Elle est plus ou moins de 700 000 mètres carrés actuellement. Et il y a des plans, et c'est tout à fait public, pour réduire cette surface occupée vers 550 000 mètres carrés. Mais en même temps, il y a la volonté de dire que la Commission veut se recentrer dans des immeubles plus économisateurs d'énergie, plus Green Deal et des plus grands immeubles. C'est justement notre savoir-faire. Nous pouvons reprendre des anciens immeubles et les redévelopper et les livrer. Et donc, j'essaie de démontrer que ces crises, aussi difficiles soient-elles dans la vie de chacun, sont pour les développeurs immobiliers que nous sommes, en fait, des opportunités, voire des accélérateurs. C'est bien pour ça que nous sommes optimistes. Et cela, nous le constatons dans les 9 pays où nous sommes présents. Alors, toujours sur le télétravail, j'ai une question. On constate, en tout cas en France, que certains acteurs, comme le groupe Accor, commencent à faire à proposer, pour occuper leurs espaces, de transformer des hôtels en espaces de coworking. Alors, est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète ou est-ce que c'est d'une certaine manière des clients potentiels en matière de rénovation, d'adaptation de ces immeubles qui ne sont pas forcément faits pour ça au télétravail? Alors, 2 aspects à la question. Tout d'abord, effectivement, tout ce qui se transforme, tout ce qui évolue est matière à ce que nous intervenions avec notre compétence, transformation d'immeubles, parce qu'il y aura une transformation de l'utilisation, mais également des données techniques, comme je l'ai expliqué. Et puis, voyez-vous, on parle du télétravail, mais on parlait effectivement il y a 3 ans du coworking. Et c'est un phénomène qu'on a vu arriver et qui lui-même a évolué au cours des dernières années et qui se trouve en très mauvais état pour l'instant. Je ne vais pas vous dire, mais il y a 3-4 ans, on m'expliquait que WeWork allait racheter Athénor. Je pense que Athénor est en meilleure situation que WeWork actuellement. Plus plaisanterie dans le coin, ce que je veux dire, c'est que le coworking évolue, s'hybride, et j'en retiens une dimension très importante, c'est qu'il anime les rez-de-chaussée des immeubles. Il y a 10 ans, le rez-de-chaussée d'un immeuble était une perte sèche pour un développeur. Aujourd'hui, c'est une source d'attractivité pour l'entièreté de l'immeuble. Que ce soit un hôtel à reconditionner, que ce soit un immeuble à transformer, le coworking apporte quelque chose. Et c'est cette vision qu'il faut entretenir. Comme le télétravail va apporter quelque chose dans la vie future, le coworking a apporté quelque chose dans la ville future. Et nous, notre fonction, c'est de l'intégrer, d'en tenir compte, mais ça ne se résume pas, la vie ne se résume pas au coworking et au téléworking qui, vous l'avez compris, sont elles-mêmes antinomiques. Alors, vous êtes quand même très axé immobilier de bureau, 65% de votre activité, 28% dans le résidentiel. J'aimerais que vous me disiez aussi un petit mot sur le 7%, là, vous n'en avez pas parlé. Est-ce que cette crise ne vous tente pas de mieux équilibrer, de rééquilibrer votre portefeuille vers le résidentiel ou c'est pas le sujet? Alors, pour régler déjà la plus petite question, les 7% sont... Donc on s'adresse à des grands projets urbains. Dans les grands projets urbains, la vraie valeur, c'est la densité et la mixité.
Donc il y a toujours une partie d'équipement, une crèche. Dans un grand projet, nous allons fournir une école, une salle de sport, un musée à Luxembourg. Et c'est cela qu'on met dans les 7%. Ce sont des projets qui ne sont pas notre core business, mais que nous pouvons réaliser et qui sont partie d'un grand projet parce que nous défendons la mixité. Alors, notre historique est vrai, urbain et dans le secteur du bureau. Nous avons commencé le résidentiel plus tard et nous abordons le résidentiel projet par projet et non par quantité. C'est vrai que pour situer notre intervention, j'ai cité un nombre entre 4500 et 5000 logements en préparation, mais ce n'est pas dans ces termes-là. On ne doit pas vendre autant de logements pour être rentable. Ce n'est pas comme ça. Nous avons une approche opportuniste et chaque projet immobilier, nous pouvons le raconter en commençant par « Il était une fois ». Pourquoi ? Parce que nous injectons une âme dans un projet et donc nous choisissons ces projets. Nous le faisons aussi d'une manière, une fois qu'on connaît bien le secteur. Quand on s'implante dans un pays, alors on l'a fait souvent par du bureau, on l'a fait récemment en Hollande parce que le marché était très porteur dans du logement, mais nous venons de commencer en Europe centrale du logement. Alors, pourquoi le logement en Hongrie et en Roumanie ? Parce qu'il y a en Europe centrale une classe moyenne qui se développe, alors qu'elle est plutôt problématique en Europe de l'Ouest. Elle se développe et donc cette classe moyenne est aidée par des incentives gouvernementaux pour accéder à la propriété. Il y a donc là une connaissance du marché et une opportunité que nous saisissons petit à petit. Maintenant, au niveau des investisseurs, je le lis, je l'entends, que les investisseurs institutionnels ont constaté au cours de 2020 que le marché résidentiel était plus résilient. Effectivement, on a vu que certaines entreprises avaient du mal à payer les loyers dans les centres commerciaux et que donc les propriétaires de centres commerciaux avaient des revenus fluctuants, alors que dans le résidentiel, les revenus étaient plus stables. Je suis ravi d'être dans le résidentiel. J'entends les institutionnels qui considèrent que cette partie résidentielle est plus résiliente. Et donc, ma réponse, c'est eh bien, un tiers de notre portefeuille est dans le résidentiel, mais nous n'allons pas, en un an, sur base d'une crise sanitaire qui est, je l'espère, temporaire, changer fondamentalement notre stratégie, qui en plus n'est pas juste résidentielle ou bureau, mais qui est urbaine. Alors, on a vu le portefeuille immobilier d'activité. Maintenant, je m'intéresse, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est un actionnaire qui pose la question. Vous avez près de 45% de votre portefeuille en Europe centrale. Pourquoi ce choix ? Et ne craignez-vous pas les risques politiques liés à la montée des nationalismes ? Alors, je pense qu'il faut vraiment... je vais d'abord situer la question. Et le Covid a révélé que l'Europe n'était pas tellement unie. En fait, l'Europe, c'est 5 parties. Il y a l'Europe scandinave, il y a l'Europe centrale, il y a l'Europe du Sud, puis il y a l'Europe de l'Ouest, l'Europe, entre guillemets, historique. Et chacune de ces zones a des comportements différents. La manière dont parle l'Europe historique de l'Europe centrale est effectivement attisée par des comportements qui, du point de vue des gens de l'Europe, des dirigeants de l'Europe centrale, sont assez en accord avec leur mentalité. Voilà 12 ans que nous travaillons en Hongrie, par exemple, pour citer un des pays qui est souvent relevé dans la presse. Nous avons des équipes, exclusivement des équipes locales. Voilà, je vais vous dire que ce sont des gens heureux, qu'il y a une démocratie. Vous ne le savez peut-être pas, mais Viktor Orban est en minorité sur la ville de Budapest. Et voilà, on obtient les permis. Je veux dire, c'est un pays qui est fondamentalement démocratique. C'est un pays qui est certainement méconnu et n'entre pas dans une logique. Bref, je pourrais aussi vous parler de certains petits problèmes politiques en Belgique. Et alors, ça équilibrerait les choses. Je ne vais pas le faire ici dans cette intervention, mais je peux vous assurer que quand je m'adresse à un auditoire belge, ça fait beaucoup rire, parce qu'effectivement, je pense que la Belgique n'a pas à donner de leçons.
Alors, je me tourne vers le financier maintenant, parce que vous avez parlé des projets anciens, des projets nouveaux. Comment la rentabilité attendue sur les projets nouveaux se compare-t-elle aux projets anciens? Alors, il faut tout d'abord savoir que dans notre portefeuille, nous visons projet par projet, comme Stéphane l'a expliqué, chaque projet commence par Il était une fois. Et donc individuellement, nous cherchons à réaliser un résultat qui s'appelle le taux interne de rentabilité. Et nous visons des taux internes de rentabilité pour chaque projet qui sont de l'ordre en moyenne de 15%. Si nous additionnons l'ensemble de ces résultats et de ces performances, nous devons arriver à un certain moment à avoir un return on equity, donc un revenu, un rendement sur les fonds propres qui doit arriver au moins à 15%. En 2019, nous étions à plus de 20% de rendement sur les fonds propres. Et en 2020, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la présentation, nous avons dépassé les 10% de rendement sur fonds propres. Donc le fonctionnement de rentabilité se fait projet par projet et c'est la performance de chacun de ces projets qui permet, en accumulant les résultats, d'obtenir les performances que nous avons obtenues jusqu'à présent et de manière historique, comme vous l'avez pu le voir et le constater, le lire dans le slide et dans la présentation du développement international. Nous basons nos résultats sur un objectif de 400 € par mètre carré. Après avoir investi potentiellement un montant de l'ordre de 400 € par mètre carré, sur une période de 5 à 6 ans, cela fait un taux interne de rentabilité de 15%. Si nous accélérons cette réalisation, nous arriverons à avoir un taux interne de rentabilité qui va largement dépasser les 15%. C'est notre objectif que nous mettons en œuvre déjà dans le plan international. Et alors, quand vous avez présenté vos résultats au marché, aux investisseurs, je présume que maintenant, et je vous en remercie, maintenant vous venez voir les investisseurs individuels, mais vous avez vu très récemment, il y a peu de temps, les investisseurs institutionnels. Comment ils ont reçu votre discours, en particulier sur votre plan de financement? Alors, il faut savoir que les investisseurs institutionnels et les analystes, en général, nous connaissent depuis très longtemps. Il y a combien d'analystes qui vous suivent? Alors aujourd'hui, il y en a 10. D'accord. Donc il y a 4... Donc vous êtes bien couverts? On est bien couverts. En Belgique, on est bien couverts. Et nous tendons à être couverts maintenant dans des autres pays, puisque notamment aujourd'hui, nous avons des contacts avec Natixis, nous avons des contacts avec la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, donc des institutions françaises qui vont commencer régulièrement à suivre notre activité parce que nous avons une activité en France. Mais de la même manière, nous avons une activité aux Pays-Bas et en Allemagne, ce qui permet d'être couverts par d'autres analystes. Mais donc ces analystes nous connaissent depuis longtemps. Et en même temps que nous, comme nous l'avons dit, nous avons déjà un track record, un historique de nos activités de plus de 25 ans. Et donc, ces personnes nous ont suivis aussi à travers les crises. Il faut se souvenir de la crise de 98, il faut se souvenir de la crise de 2001, il faut se souvenir de la crise des subprimes en 2008. Nous sommes toujours présents et nous avons vu comment, et le mot résilience est quand même un élément important de l'explication de notre dynamisme, comment nous sommes passés à travers ces crises et comment nous passons aujourd'hui à travers la crise du Covid avec le résultat dont on a parlé de 24 millions. Donc, effectivement, les analystes, les investisseurs et nos actionnaires ont accueilli très favorablement à la fois nos résultats et la structure du bilan que nous leur proposons. Alors, je présume qu'en Belgique, c'est comme en France, vous ne pouvez pas commenter votre cours de bourse, mais peut-être que vous pouvez nous dire quel est le consensus? Alors le consensus aujourd'hui des analystes financiers qui suivent donc des grandes banques, que ce soit la Banque de Grove, que ce soit ING, que ce soit aussi les analystes plus locaux qui suivent de près Athénor, sont aujourd'hui dans un consensus entre 70 et 83 €. D'accord. C'est écrit. Et c'est même sur notre site. Vous pouvez regarder l'ensemble des analystes et des analyses qui sont faites à propos d'Athénor, parfois en détail et parfois uniquement par le target price, donc le prix objectif qui est proposé par les analystes, qui se trouve sur notre site à l'endroit analyse. Pour un cours à... Aujourd'hui, pour un cours de 56 €. D'accord. Donc 56 €, 2,42 €
de dividendes, donc on est un petit peu... 4,4 brut 4,4 de rendement. Brut, oui. Alors, je sais que c'est une question piège, mais est-ce que vous connaissez la retenue à la source pour les investisseurs étrangers? Combien l'État belge leur prend Alors, l'État belge va leur prendre 30%. 30%. Précompte mobilier. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation un peu favorable grâce à Suez, puisqu'il y a beaucoup d'actionnaires belges qui ont investi en France. Et donc, il y a la convention de double imposition entre la Belgique et la France qui permet aujourd'hui de récupérer une partie de ce précompte. D'accord. Alors, ça demande beaucoup de formalités, malheureusement, mais aujourd'hui, oui, mais 30%, c'est un bon chiffre parce que ça correspond au prélèvement forfaitaire unique mis en place en France depuis 2018. Donc, voilà. Il n'y a pas... Parce que je me souviens de l'époque de Dexia où, quand on faisait des réunions d'actionnaires, il y avait toujours plein de questions à propos du précompte. Il y avait le double précompte. Et le double précompte, c'était très compliqué. Bon, bah écoutez, on arrive à 45 minutes et je pense que on ne va pas... c'était une présentation très intéressante, donc, mais peut-être que Stéphane, vous pourriez nous faire un mot de conclusion qui regroupe bien... Ah, attendez. J'ai une question sur les SCPI. Alors, petit comparatif rapide entre votre problématique de gestion par rapport aux SCPI. Je ne vois pas très bien. Est-ce que... Je t'en prie. Alors, très simplement, oui. la SCPI est un véhicule qui détient des actifs oui. et qui est à l'opposé de ce que nous faisons. Nous sommes développeurs, nous achetons des terrains ou des immeubles que nous démolissons pour en reconstruire de nouveau selon les nouvelles règles environnementales. La SCPI serait plutôt pour nous un client qui serait intéressé par un actif d'un immeuble que nous avons construit. D'accord. Voilà le lien qu'on peut faire entre les deux. D'accord. Oui, justement, je reviens sur quand même, avant de vous laisser conclure, Stéphane, sur une remarque que vous avez faite à propos de la Commission européenne et l'exemple de l'immeuble que vous avez montré. Dans le petit film au début, et puis dans la belle photo que nous avons... Exactement, c'est un exemple... devant nous. Ça, c'est une rénovation ou c'est un immeuble neuf? C'est un immeuble neuf. D'accord. Donc, Entièrement neuf. Et la partie rénovation dans votre activité, c'est une partie importante ou... C'est une partie qui va prendre de plus en plus d'importance, puisque effectivement, on intègre dans les bilans des développements immobiliers de plus en plus de récupération. Donc il y a vraiment qu'est-ce qu'on peut garder d'un immeuble, qu'est-ce qu'on peut récupérer, c'est-à-dire enlever la pièce et la replacer ici ou dans un autre immeuble, et qu'est-ce qu'on peut alors recycler, donc c'est-à-dire détruire et refaire. Donc on a vraiment un grand changement qui est en train de se passer dans l'approche de la promotion immobilière, et bien sûr nous sommes très à l'écoute de cela. Nous avons un projet, vous le verrez dans l'ensemble des projets, qui s'appelle Beaulieu, qui est actuellement occupé par la Commission européenne. Celui-ci est un autre, un immeuble Beaulieu à Bruxelles, et qui va faire l'objet d'une rénovation, un modèle incroyable de rénovation, et que nous proposons de relouer à la Commission européenne. Donc nous impliquons vraiment dans cette tendance profonde qui est d'envisager le plus possible de conservation de l'immobilier existant, mais en y apportant des changements extrêmement fondamentaux qui sont beaucoup plus fondamentaux qu'une couche de peinture ou un changement des câbles électriques. C'est vraiment un changement de la conception. Petite question pour Sydney. Est-ce que vous êtes forcément éligible au PEA, puisque plan d'épargne en action? Je vous le confirme, ça fait partie de chacun de nos comités. Au PEA PME, est-ce que vous... PEA PME. PEA PME également. Hein. Vous êtes déclaré éligible auprès de Renext. Chaque année, on fait notre déclaration. Alors, puisque Athénor est éligible au PEA, ça tout le monde le savait, puisque vous êtes une société européenne, et au PEA PME, pourquoi, Stéphane, en guise de conclusion, je devrais, moi, demain matin, acheter des actions Athénor? Écoutez, je vais vous dire que c'est beaucoup plus qu'un promoteur immobilier. On se centre sur l'évolution de la vie. Tant que la vie évoluera, nous aurons des raisons de créer de la valeur. Et c'est toute une équipe de plus de 100 collaborateurs répartis dans 9 pays qui est là, à l'écoute d'un monde qui évolue, un monde que nous trouvons merveilleux, plein d'opportunités, mais qu'il faut
alimentés en tissu urbain. Et puis, je reviendrai sur le dividende. Le dividende, c'est plus qu'une rémunération du capital, c'est une marque de confiance entre l'entreprise et ses actionnaires. Je peux vous dire qu'il y aura un dividende déjà en 2022 et qu'il sera entre plus 3 et plus 5%. Ça, c'est vraiment une confiance. Et que vous dire d'autre que je suis actionnaire et que je suis acheteur assurément encore aujourd'hui à ce cours-là, ça c'est sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. C'est vrai que l'immobilier, c'est un secteur qui intéresse beaucoup de monde pour des raisons patrimoniales, mais aussi c'est parce que l'endroit où on habite, l'endroit où on travaille, parfois l'endroit où on va en vacances. Donc, et j'espère que nous reverrons beaucoup de touristes belges en France et que beaucoup de Français auront l'idée de visiter ce beau pays qu'est la Belgique. Je vous remercie beaucoup, Stéphane. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis j'espère que nous nous reverrons bientôt en virtuel ou en présentiel pour connaître la suite des aventures d'Athénor. Merci et bonne soirée. Ce sera avec plaisir. Merci, bonne soirée. Au revoir.